Chaque année, aux États-Unis seulement, plus de 150 millions de décorations de Noël sont utilisées. C'est davantage que la majorité des populations totales de certains pays d'Europe. Pourtant, peu de gens savent que la majorité de ces ornements proviennent de petits villages situés en Allemagne, en Pologne et au Mexique. Mais alors, qu'est-ce qui fait de ces ateliers artisanaux le véritable cœur battant de Noël dans le monde entier? Derrière chaque ornement scintillant se cache une tradition artisanale vieille de plusieurs siècles, qui transforme le verre brut grâce au façonnage, à la coloration, à l'argenture et à un travail minutieux donnant naissance à des pièces devenues des icônes des fêtes de fin d'année. Des villages forestiers d'Europe aux usines fonctionnant jour et nuit, le monde de l'ornement de Noël s'est construit autour d'une valeur inchangée. Transformer un matériau fragile en un objet capable de conserver la lumière, la mémoire et l'émotion. Et pour comprendre comment un objet aussi petit a pu devenir le pilier d'une industrie de plusieurs milliards, il faut explorer la manière dont l'ornement a gagné sa place unique dans la culture mondiale de Noël. Il y a plus de 500 ans, les décorations de Noël n'étaient rien de plus que des pommes rouges suspendues aux branches de sapin pour symboliser la lumière au cœur de l'hiver. À partir de cette tradition simple, des artisans allemands commencèrent à souffler le verre pour former des sphères capables de réfléchir la lumière de manière bien plus éclatante que tout autre matériau de leur époque. Cette coutume se diffusa à travers l'Europe, puis atteignit les États-Unis, donnant naissance à une industrie pesant aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. De nos jours, les ornements de Noël évoluent dans deux univers très différents. Dans les ateliers artisanaux, une seule pièce entièrement réalisée à la main peut nécessiter jusqu'à 10 jours de travail, couche après couche, depuis la coloration jusqu'au décor peint au pinceau, en passant par le dépôt d'argent à l'intérieur. À l'opposé, dans les usines automatisées, les chaînes de production peuvent fabriquer jusqu'à 60 000 pièces par heure afin de répondre à la demande mondiale. Deux rythmes, deux méthodes, mais un même objectif, préserver un symbole de Noël qui perdure depuis plus de 5 siècles. Le sable de silice constitue l'ingrédient principal de la fabrication du verre, mais avant d'atteindre le four, il doit être raffiné afin d'atteindre un niveau de pureté précis. À l'intérieur des installations, le sable passe par plusieurs étapes de tamissage destinées à éliminer la terre, le gravier et les particules de taille irrégulière. Un système de lavage à haute pression retire ensuite les matières organiques et les poussières fines adhérant à chaque grain, amenant la matière à un état propre et uniforme. Sur certaines lignes de production, le sable subit également une séparation magnétique pour retirer les traces d'oxyde de fer, responsable de la teinte verdâtre indésirable du verre fini. Une fois cette phase de purification achevée, le sable est séché puis mélangé avec de la soude et du calcaire dans des proportions très précises. La constance de ce mélange est essentielle, car elle garantit une fusion homogène, limite la formation de bulles d'air et permet d'obtenir la clarté requise pour un verre aussi fin que celui utilisé pour les ornements. Le mélange est ensuite introduit dans un four fonctionnant en continu à des températures extrêmement élevées. À l'intérieur, la chaleur dépasse souvent les 2000 degrés Fahrenheit, soit environ 1093 degrés Celsius, une température suffisante pour briser la structure des grains de silice et transformer progressivement l'ensemble du mélange en un liquide. À ce stade, le matériau n'est pas encore transparent. Il se présente d'abord comme une masse épaisse et trouble, avant de devenir progressivement un verre fondu homogène à forte viscosité. Dans le four, les flux de chaleur sont contrôlés avec précision afin d'assurer un réchauffement uniforme et d'éviter les zones froides, susceptibles de créer des bulles ou des stries dans le produit final. À la sortie de la zone de fusion, une section de raffinage joue un rôle crucial. Elle permet d'éliminer les dernières impuretés et les bulles d'air emprisonnées, donnant au verre la pureté nécessaire au soufflage des ornements. Une fois cette étape achevée, le verre fondu devient un flux uniforme, brillant et stable, prêt à être étiré en tube fin, base de tous les ornements soufflés à la main ou à la machine. Dans les ateliers artisanaux, le verre fondu n'est pas immédiatement soufflé. Il est d'abord étiré pour former un tube. Cette forme est idéale pour les ornements, car ses parois fines permettent une expansion régulière lors du soufflage, réduisant les risques d'épaisseurs irrégulières. L'artisan approche le verre fondu à l'aide d'une tige métallique résistante à la chaleur, qu'il fait tourner constamment afin de répartir la température. Le verre est ensuite étiré progressivement en reculant, formant un long tube dont l'épaisseur dépend directement du rythme du geste et de la vitesse de rotation. La moindre variation influence le poids du tube et sa réaction à la chaleur lors du soufflage. Une fois la longueur souhaitée atteinte, le tube est éloigné de la source de chaleur et refroidi lentement à l'air libre. Cette phase n'est pas passive. Le tube est continuellement tourné sur un support résistant à la chaleur afin de conserver sa rondeur et de réduire les tensions internes, principale cause de fissures lors du soufflage ou de l'argenture ultérieure. Toute section présentant une irrégularité est immédiatement rejetée. Les tubes conformes sont ensuite découpés en segments de longueur uniforme, chacun destiné à devenir un ornement unique.
Lorsque le verre est encore incandescent et malléable, c'est le moment idéal pour appliquer la couleur et les effets visuels. L'artisan met alors le préforme en contact avec des plateaux de particules de verre colorées très fines, appelées frites. Sous l'effet de la chaleur intense, ces particules adhèrent instantanément à la surface et commencent à se ramollir, fusionnant avec la couche extérieure du verre plutôt que de former un simple revêtement. Cette technique permet à la couleur de devenir une partie intégrante du matériau, offrant profondeur, éclat et durabilité. Après l'adhésion de la couleur, le verre est réintroduit dans la chaleur pour une phase de fusion contrôlée, visant à intégrer parfaitement les particules colorées à la surface. Sous une rotation continue et une température maîtrisée, les couleurs se répartissent et se stabilisent, créant une profondeur visuelle plutôt qu'un simple film coloré. Une fois la couleur stabilisée, la pièce est refroidie doucement afin de figer la structure avant l'étape de soufflage. Lorsque la couche colorée est stabilisée et que le verre atteint l'état de plasticité idéale, le soufflage commence. De l'air est introduit dans l'intérieur creux du tube, provoquant l'expansion du verre sous l'effet combiné de la pression et de la tension de surface. Naturellement, le verre chaud cherche sa forme la plus stable, la sphère. Tout au long du soufflage, la pièce est tournée afin de répartir la matière uniformément et de contrôler l'épaisseur des parois, souvent réduite à quelques dixièmes de millimètre. Une fois la taille désirée atteinte, l'ornement est séparé du tube, laissant un petit col qui servira de point de suspension. À ce stade, la forme définitive est obtenue. Vient ensuite l'étape de l'argenture. Une solution spécifique est introduite à l'intérieur de la sphère, qui est ensuite tournée pour que le liquide recouvre uniformément toute la surface interne. Une réaction chimique provoque la précipitation de l'argent métallique, formant une couche réfléchissante continue. L'intérieur devient progressivement miroir, créant l'effet lumineux caractéristique des ornements. Une fois l'argenture stabilisée, l'excédent est évacué et la pièce est rincée puis séchée. Après cette étape, l'ornement passe à la finition extérieure. Une couche de peinture de base est appliquée pour définir la teinte principale et protéger la couche argentée interne. Les ornements sont ensuite décorés selon le modèle. Peinture à la main, paillettes, effets mat ou motifs complexes. Chaque décoration doit interagir avec la lumière réfléchie depuis l'intérieur du verre, donnant à l'ornement son aspect final unique. Une fois toutes les finitions réalisées, chaque ornement révèle sa forme définitive, résultat d'un équilibre précis entre matière, lumière, couleur et savoir-faire. Derrière chaque décoration scintillante se cachent parfois des siècles de savoir-faire. Alors dites-nous, pour vous, une décoration de Noël est-elle avant tout un objet émotionnel chargé de souvenirs ou un simple produit de consommation saisonnier? Réagissez en commentaire. Nous voulons connaître votre avis sur ce sujet. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Chaque décembre, des millions de foyers à travers le monde installent un sapin au centre du salon, décoré de guirlandes lumineuses, de boules scintillantes et de rubans. C'est l'un des symboles les plus universels de Noël. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander comment sont fabriqués ces arbres, surtout lorsqu'ils sont artificiels? Chaque année, on produit plus de 50 millions de sapins de Noël artificiels pour répondre à la demande mondiale. Ils ne poussent pas dans les forêts et ne sont pas abattus à la hache. Ils proviennent d'un processus industriel minutieux où d'immenses usines en Asie transforment des matières plastiques en copies presque parfaites. Mais comment réussissent-elles à leur donner un aspect aussi naturel? Quelle technologie se cache derrière un objet aussi courant? Et comment peut-on produire jusqu'à 10 000 sapins par jour? Ce qui ressemble à une simple décoration de fête est en réalité le fruit de décennies d'évolution technique, d'une précision millimétrique et d'un design industriel impressionnant. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment on fabrique un sapin de Noël artificiel. De ses origines jusqu'à son assemblage moderne sur des chaînes de production optimisées, prépare-toi à voir l'un des objets les plus emblématiques des fêtes comme tu ne l'as jamais imaginé. Même si les sapins artificiels semblent aujourd'hui totalement modernes, leur histoire remonte en réalité au XIXe siècle. Dans une Allemagne déjà préoccupée par la déforestation, l'idée d'un arbre réutilisable a commencé à émerger. La première solution était aussi ingénieuse qu'étrange. Des plumes doigts teintées en vert, fixées sur des structures en bois. Le résultat pouvait être élégant, mais ces arbres restaient fragiles, coûteux et extrêmement difficiles à fabriquer en grande quantité. Au début du XXe siècle, des fabricants aux États-Unis ont remplacé les plumes par des bandes métalliques et des fibres synthétiques. Les sapins devenaient plus solides, plus durables et plus accessibles. Mais il manquait encore un élément essentiel, le réalisme. Les fibres étaient trop brillantes, trop rigides,
et ne reproduisait pas la texture d'un véritable conifère. Tout a basculé avec l'arrivée du PVC, le polychlorure de vinyle, au milieu du XXe siècle. Ce plastique n'était pas seulement économique et résistant. Il permettait surtout de créer des aiguilles souples, de varier les couleurs et de reproduire la densité du feuillage. C'est là qu'est né le sapin artificiel moderne, celui que l'on reconnaît instantanément aujourd'hui. Avec les décennies, la production s'est déplacée massivement vers l'Asie, où de grands groupes industriels ont développé des techniques capables d'imiter les détails les plus fins. Des nervures plus réalistes, des branches orientées à des angles naturels, des troncs texturés comme de la vraie écorce. Ce qui avait commencé comme une réponse artisanale à un problème écologique s'est transformé en industrie mondiale, alimentant les maisons, les centres commerciaux et les places publiques de nombreux pays. Un sapin artificiel moderne commence toujours par une combinaison de plastique et de pigments. Dans les sites de production les plus avancés, tout débute dans la zone d'extrusion où deux matériaux dominent le processus. Le PVC et le polyéthylène basse densité, souvent appelés LDPE. Ces plastiques arrivent sous forme de granulés. Ils sont chauffés et fondus à des températures pouvant atteindre 180 degrés Celsius jusqu'à devenir une matière malléable. À ce mélange, on ajoute des pigments verts très spécifiques, parfois jusqu'à 12 nuances différentes selon les gammes, afin de reproduire la diversité naturelle des couleurs d'un vrai sapin. La matière fondue est ensuite poussée à travers des matrices métalliques qui la transforment en feuilles ultra fines, parfois d'à peine 0,1 mm d'épaisseur. Mais ces feuilles ne sont pas de simples bandes plates. Elles passent entre des rouleaux texturés qui impriment des motifs imitant les nervures des aiguilles naturelles, avec une précision pouvant descendre jusqu'à 0,01 mm sur les détails les plus fins. Une usine peut faire fonctionner jusqu'à 20 lignes d'extrusion en parallèle, produisant plus de 2000 m² de matériaux par heure. Chaque feuille constitue ainsi la base d'un feuillage artificiel si convaincant qu'il devient difficile à distinguer d'un véritable conifère. Une fois ces feuilles texturées prêtes, commence l'une des étapes les plus délicates, le découpage des aiguilles. Ici, des machines de découpe à grande vitesse perforent et découpent chaque feuille avec une précision millimétrique afin de reproduire la forme exacte des aiguilles d'un sapin naturel. Chaque machine utilise des moules en acier trempé capables d'effectuer jusqu'à 120 découpes par minute tout en conservant un tranchant constant. Ces moules ne peuvent pas être utilisés indéfiniment. Ils sont changés régulièrement, parfois toutes les 8 heures, puis contrôlés avec des inspections très fines pour s'assurer que le niveau de détail ne se dégrade pas avec l'usure. La précision est essentielle, car une variation de seulement 0,5 mm peut modifier l'apparence globale du sapin, surtout lorsque des centaines de branches sont assemblées ensemble. Les usines utilisent souvent une quinzaine de designs différents d'aiguilles. Certains sont plus courts, d'autres plus longs, plus courbés ou plus épais, afin de reproduire la diversité réelle des espèces de conifères. Les machines peuvent produire plus de 50 000 aiguilles par heure, puis elles les trient automatiquement grâce à des systèmes de vision industrielle qui analysent chaque pièce en temps réel. Ce système ne sert pas uniquement à accélérer, il garantit aussi que chaque forme correspond au bon type de branche, assurant un résultat final harmonieux, cohérent et botaniquement crédible. Une fois les aiguilles prêtes, il faut fabriquer la structure qui va leur donner forme, les branches. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, ces branches ne sont pas produites au hasard. Chaque branche est conçue selon la position qu'elle occupera dans l'arbre, base, milieu ou sommet. On utilise du fil d'acier galvanisé, coupé à la longueur exacte. Une machine découpe d'abord le fil avec une précision très fine, puis le plie selon des angles déterminés afin de créer la forme de base de la branche. Ensuite vient le traitement de galvanisation à chaud, une protection indispensable contre la corrosion, surtout si le sapin est stocké plusieurs années, parfois dans des environnements humides. Une fois galvanisé, le fil reçoit une couche de peinture verte appliquée par un procédé électrostatique, ce qui assure une couverture uniforme même dans les zones difficiles d'accès. Cette teinte est choisie pour se fondre parfaitement avec les nuances des aiguilles. Une usine peut traiter jusqu'à 2000 kg de fil par jour, ce qui représente la production de dizaines de milliers de structures de branches. Chaque branche est ensuite testée mécaniquement. Elle doit être capable de supporter un poids minimum, souvent autour de 500 grammes, sans se déformer, afin que le sapin puisse accueillir des décorations sans perdre sa forme. Le tronc, lui, constitue la colonne vertébrale de l'arbre. Sa fabrication doit combiner solidité, stabilité et aspect le plus naturel possible. On le fabrique généralement à partir de tubes d'acier d'environ 2 mm d'épaisseur. Ces tubes sont traités contre la corrosion, puis recouverts d'un plastique texturé. Et cette texture n'est pas faite au hasard. Elle est souvent obtenue à partir de moulages de vrais troncs, permettant de reproduire des reliefs, des fissures et des irrégularités qui donnent l'illusion d'une écorce authentique. Le revêtement est fixé par chaleur et pression, ce qui permet d'obtenir une finition très réaliste.
Les troncs sont ensuite découpés avec précision, parfois au laser, puis perforés pour accueillir les branches. Ces trous doivent respecter des tolérances extrêmement strictes, parfois de l'ordre de 0,1 mm, afin que tout s'emboîte sans jeu et que l'arbre final reste parfaitement aligné. La base du sapin est souvent produite par moulage par injection, en utilisant un plastique renforcé avec de la fibre de verre. Ce matériau combine légèreté et résistance, et la base est conçue pour supporter plusieurs fois le poids total de l'arbre, tout en résistant aux contraintes de transport et d'installation. Les usines peuvent produire des milliers de troncs par jour, avec des tailles allant de 1,20 m à 3 m, selon les modèles et les marchés visés. Lorsque les aiguilles, les branches, le tronc et la base sont prêts, arrive l'étape la plus attendue, l'assemblage. C'est un mélange de précision mécanique et de savoir-faire humain. Dans de nombreuses chaînes de montage, des opérateurs insèrent manuellement les branches dans le tronc, en suivant un schéma d'assemblage guidé par ordinateur. Ce plan garantit une répartition symétrique, une silhouette conique parfaite et une densité uniforme. Les branches ne sont pas toutes orientées de la même manière. Les angles varient fortement. On peut avoir des branches à 120 degrés près de la base, pour un aspect large et dense, et des branches à 45 degrés vers le sommet, pour imiter l'élancement naturel. Selon la taille et la gamme, un sapin peut nécessiter entre 200 et 1000 branches. Une fois assemblé, le sapin passe dans une zone de compression. Des presses hydrauliques réduisent son volume jusqu'à 75% afin de simplifier le transport. Ensuite, il est conditionné dans des cartons renforcés, souvent en triple cannelure, capables de supporter des charges élevées sans s'écraser. Les emballages contiennent des compartiments pour protéger le feuillage, des notices multilingues et parfois des codes QR renvoyant vers des vidéos de montage. Les lignes automatisées peuvent emballer plusieurs centaines d'unités par heure, en assurant traçabilité, sécurité et uniformité. Le sapin de Noël artificiel que nous connaissons aujourd'hui est donc le résultat de plus d'un siècle d'innovation. Des plumes doigts teintées en Allemagne à des structures renforcées produites à grande échelle, ce symbole des fêtes a évolué au rythme de la technologie et de la culture mondiale. L'industrie actuelle ne se contente pas de fabriquer des arbres qui ressemblent à des vrais. Elle intègre aussi des améliorations liées à la durabilité. Certaines usines commencent à utiliser des plastiques recyclés et d'autres réduisent leur consommation d'énergie grâce à des procédés plus efficaces. On trouve désormais des modèles de toute taille, des petits sapins de bureau aux arbres géants de plus de 12 mètres installés sur les places publiques. Certains modèles incluent même des lumières LED intégrées, des branches préformées ou des effets de neige artificiels. Et même si la fabrication est industrielle, chaque sapin reste un assemblage complexe, où l'ingénierie, le design et le détail se combinent pour créer l'un des objets les plus universels de la période de Noël. Ce qui ressemble à une simple décoration cache parfois une véritable prouesse industrielle, faite pour apporter une ambiance festive dans des millions de maisons à travers le monde. Et maintenant, selon vous, un sapin artificiel réutilisé pendant plusieurs années est-il plus éthique et écologique qu'un sapin naturel coupé puis jeté finalement après chaque Noël? Le débat est ouvert. Réagissez en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore.